Dans ce chapitre de ton cours de seconde, on va parler de la lumière et de la manière dont elle se propage. On verra notamment comment elle se comporte lorsqu'elle change de milieu avec les lois de Snell-Descartes et on va décortiquer le modèle de la lentille mince convergente. Alors accroche-toi, c'est un gros chapitre, mais on va le faire pas à pas et tu pourras toujours revenir plusieurs fois sur les parties qui te posent souci. Dans un milieu donné, la lumière elle se propage toujours en ligne droite, et dans le vide elle va à la vitesse de 300 000 km par seconde. Cette valeur de 300 000 km par seconde, c'est bien sûr une valeur approximative. La vraie valeur, je te l'affiche à l'écran, mais tu n'as pas à la connaître par cœur. Par contre, ce que tu as à savoir, c'est qu'il s'agit là d'une barrière infranchissable, une vitesse limite à n'importe quel objet de l'univers. Cette constante de la nature, on la note petit c, et rien ne pourra jamais aller plus vite. Dans l'air, la lumière, elle se déplace un tout petit peu moins vite, mais l'écart, il est tellement faible que tu peux retenir que la vitesse est la même dans l'air et dans le vide. Alors cette valeur de 300 000 km par seconde, il faut bien que tu te rendes compte que pour parcourir les distances immenses de l'univers, il s'agit d'une vitesse qui est ridiculement faible. Il faut ainsi 4 ans à la lumière pour aller du Soleil à l'étoile la plus proche, et près de 100 000 ans pour parcourir notre galaxie. Mais pour autant, c'est une vitesse qui reste incroyablement élevée par rapport aux vitesses qu'on rencontre au quotidien. Ainsi, même un satellite qui va très vite ne va qu'à 7800 mètres par seconde, ce qui reste très faible par rapport à la lumière. Et si on prend des objets qu'on rencontre dans le quotidien, c'est encore pire. Un TGV par exemple, c'est environ 100 mètres par seconde. Une voiture, environ 25 mètres par seconde. Une personne en train de marcher, environ 1 mètre par seconde. Tu vois donc là que la lumière a une vitesse vraiment incroyablement élevée par rapport aux objets qui nous entourent. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire au premier abord, la lumière, ce n'est pas que les couleurs que l'on voit avec nos yeux. D'ailleurs, cette partie qu'on nomme le spectre visible, ce n'est qu'une infime fraction d'un spectre plus large, les ondes électromagnétiques. Les rayons gamma, les rayons X, les ultraviolets, les infrarouges, les micro-ondes, les ondes radio font partie de la même famille que la lumière visible. Pour différencier ces différents rayonnements, on va regarder leur longueur d'onde. Du coup, si on fait ça, la lumière visible, ça regroupe toutes les ondes qui ont une longueur d'onde comprise entre 400 et 800 nanomètres. Pour rappel, nano, ça veut dire 10 puissance moins 9. Un nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Un milliardième de mètre. Autrement dit, nos yeux ne voient que ces ondes, et pas les autres. Et d'ailleurs, dans quelques minutes, tu vas voir que ce n'est pas vraiment un hasard. Tu vas comprendre pourquoi nos yeux ne voient que ces ondes et pas les autres. Mais l'homme, il a su créer tout un tas d'outils pour voir ce qui est invisible à nos yeux. On dispose ainsi de caméras thermiques pour voir les infrarouges. On appelle aussi ces caméras des caméras infrarouges. Ou d'antennes radio pour écouter les ondes radio. D'ailleurs, contrairement à ce que tu pourrais penser, beaucoup des télescopes les plus modernes ne scrutent pas le ciel dans le visible. Ils vont souvent regarder ce qui échappe à nos sens pour élargir nos connaissances. Le visible, ça va donc de 400 nanomètres pour le bleu-violet à 800 nanomètres pour le rouge. Et si tu prends une longueur d'onde précise, une seule couleur donc, on dit que tu as pris un rayonnement monochromatique. A l'inverse, si tu prends plusieurs longueurs d'onde, tu as un rayonnement polychromatique. Un rayonnement polychromatique, ça peut contenir une bande de longueur d'onde. Par exemple, si tu prends toutes les couleurs de 400 à 600 nanomètres, tu as une bande de longueur d'onde. Tu as donc un rayonnement polychromatique. Le tout, c'est qu'au final, tu aies au moins 2 longueurs d'onde différentes pour avoir un rayonnement polychromatique. Et cette lumière, elle ne vient pas de n'importe où. Dans l'univers, tous les corps, ils vont émettre des ondes électromagnétiques. Mais pas n'importe comment. La quantité de lumière émise ainsi que les longueurs d'onde émises vont dépendre de la température du corps qui va les émettre. Si la température du corps est suffisamment élevée, il va même pouvoir émettre de la lumière visible. Tu vois par exemple à l'image que le soleil qui a une température de surface de 6000 degrés environ, il émet une partie de sa lumière dans le visible. De même qu'une ampoule dont on chauffe le filament à 3000 degrés. En revanche, pour la Terre dont la température de surface est à 20 degrés, la température est trop faible pour avoir un rayonnement dans le visible. On se situe plutôt dans l'infrarouge. Tu émets d'ailleurs toi aussi de la lumière dans l'infrarouge, comme la Terre, puisque ta peau est environ à 30-35 degrés. C'est ce qu'on peut capter avec une caméra infrarouge, d'où le nom de caméra infrarouge. Dans ces 3 exemples, tu vois que les courbes d'émission sont continues. En effet, les spectres d'émission d'un corps chaud sont constitués d'une infinité de couleurs et sont toujours continus. Ce sont les courbes qui sont en orange. Si on s'attarde sur le spectre d'émission du Soleil, on voit que le Soleil qui a une température de surface de 6000 degrés émet son maximum de lumière dans le visible. Et c'est d'ailleurs pour cela que nos yeux voient cette partie du spectre électromagnétique. L'évolution a au fil des millions d'années fait en sorte que nos yeux soient adaptés pour voir les longueurs d'onde que le Soleil émet le plus. Tu vois qu'au final, les choses sont vraiment pas faites par hasard. Mais le soleil, il émet aussi un petit peu d'ultraviolet et un peu d'infrarouge. Et si on compare le spectre d'émission du soleil, donc température 6000 degrés, et par exemple une ampoule avec une température de 3000 degrés, on voit que si la température diminue, alors il se passe principalement 2 choses. Premièrement, l'intensité globale émise, elle va diminuer avec la température.
Deuxièmement, la longueur d'onde émise maximum, elle va augmenter. Autrement dit, la lumière, elle va se décaler vers les infrarouges, vers les micro-ondes, etc. Tu vois que dans le cas de l'ampoule à 3000 degrés, la longueur d'onde maximum est à environ 966 nanomètres. Alors que pour le soleil, la longueur d'onde maximum est à environ 500 nanomètres. Dans le cas de l'ampoule qui est plus froide, on s'est décalé vers des longueurs d'onde plus grandes. On s'est décalé vers les infrarouges. Mais il existe aussi une deuxième manière d'émettre de la lumière. On peut émettre de la lumière avec une entité chimique qui va être excitée. Dans ce cas-là, notre entité chimique excitée, elle pourra émettre de la lumière qui va être constituée de plusieurs radiations monochromatiques. Ici, contrairement au cas du corps chaud, on n'a pas un spectre continu, on a ce qu'on appelle un spectre de raies. Et d'ailleurs, une entité chimique donnée, elle émettra toujours le même type de spectre de raies qui lui sera propre. Par exemple, à l'écran, je t'ai mis celui de l'hydrogène, du sodium, de l'hélium, du néon et du mercure. On pourra ainsi identifier une espèce chimique à partir d'un spectre de raies donné, et vice-versa. Un spectre d'émission correspond à la lumière qui est émise par l'entité chimique excitée, et ça ressemble toujours à des raies colorées sur un fond noir. Mais en réalité, ça marche dans les deux sens. La même entité chimique qui va être non excitée, elle pourra absorber ces mêmes radiations lorsque la lumière, elle va la traverser. On pourra alors obtenir des raies sombres sur un fond coloré. On va alors parler d'un spectre d'absorption. C'est en quelque sorte la même image mais en négatif. On va notamment se servir de cette propriété pour identifier la composition de l'atmosphère des étoiles. Ici par exemple, tu as le spectre d'absorption et d'émission de l'hydrogène. Tu vois en haut, tu as le spectre d'absorption, donc c'est une bande colorée avec des bandes noires qui la traversent. Et juste en dessous, tu as le spectre d'émission qui correspond. Donc si tu as de l'hydrogène excité, tu auras le spectre d'émission, autrement dit, tu auras de la lumière qui va être émise sous forme de rayonnement monochromatique avec les longueurs d'onde qui vont correspondre. Et si jamais tu as de l'hydrogène non excité qui est traversé par de la lumière, alors tu pourras obtenir le spectre d'absorption qui est au-dessus. Si on prend un exemple, ici si on regarde une étoile et qu'on détecte ce spectre et qu'on repère ses raies, alors on a mis en évidence la présence de l'hélium dans l'atmosphère de cette étoile. Tu vois, c'est en partie comme ça qu'on arrive à connaître la composition d'une étoile qui est située à plusieurs dizaines d'années-lumière de nous. On regarde sa lumière, on voit des raies, on en déduit sa composition. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on va s'intéresser à ce qui se passe lorsque la lumière change de milieu. Lorsqu'on a un changement de milieu, on va avoir ce qu'on appelle un rayon incident. Ça, c'est la lumière qui arrive. On va repérer ce rayon incident par un angle I1. Et ensuite, ce rayon incident, il va se décomposer en deux choses. Premièrement, il y a une partie qui va se réfléchir. Autrement dit, ça, c'est la lumière qui va rester dans le premier milieu. En quelque sorte, de la lumière qui rebondit. De la lumière qui reste dans le premier milieu. Et on va repérer ce rayon réfléchi avec un angle R. Et on va avoir une partie de la lumière qui peut traverser dans le deuxième milieu. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le rayon réfracté, qu'on va repérer avec un angle I2. L'interface entre les deux milieux, entre le milieu 1 et le milieu 2, on le nomme le dioptre. Et la perpendiculaire entre les deux milieux, on appelle ça la normale. Lors d'un changement de milieu, la lumière, elle peut donc subir une réflexion, ça c'est la lumière qui reste au sein du même milieu, et une réfraction, ça c'est la lumière qui change de milieu. Si on étudie ça avec un dispositif adapté, on constate déjà une chose. L'intensité lumineuse du rayon, elle va se diviser en deux. Alors attention, elle va pas se diviser en deux parts égales. Mais si on va sommer l'intensité lumineuse du rayon réfléchi et l'intensité lumineuse du rayon réfracté, on va retrouver l'intensité lumineuse du rayon incident. On n'aura ni créé ni perdu de lumière en quelque sorte si tu veux. Et pour trouver la proportion d'intensité lumineuse emportée par chaque rayon, bah ça va dépendre de la configuration, des milieux, etc. Mais bon, ça c'est pas ton programme. Et ici, ce qui va nous intéresser, ça va être deux lois. Les lois de Snell-Descartes. Et ces lois, elles vont s'intéresser aux angles. Et on va donc avoir une loi pour l'angle sur le rayon réfléchi, donc une loi sur l'angle R, et donc la deuxième loi, bah, ça va être l'angle sur l'angle I2, l'angle du rayon réfracté. Et on commence sur la loi 1, donc l'angle du rayon réfléchi. C'est la loi la plus simple, I1 est égal à R. L'angle du rayon réfléchi est égal à l'angle du rayon incident. Et bien sûr, on parle par rapport à la normale, puisque tous ces angles sont pris par rapport à la normale. Si on regarde par rapport à notre dispositif de tout à l'heure où les angles sont nommés, on voit bien que I1 est égal à 60 degrés et R est égal aussi à 60 degrés. La loi de Snell-Descartes, elle est bien vérifiée dans cet exemple. Bon, la première loi, elle était vraiment très simple. Bon, bah la deuxième, il faut bien qu'elle soit un tout petit peu plus compliquée. La deuxième loi de Snell-Descartes, elle nous dit que N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. On a donc des sinus qui apparaissent, donc de la trigonométrie, et des indices N, des indices de réfraction. Les indices de réfraction, ils vont donc dépendre des milieux concernés. Et ces indices, ils vont nous renseigner sur la vitesse de propagation de la lumière dans ce milieu. Puisque la lumière va toujours se propager plus lentement dans un milieu donné que dans le vide, eh bien en fait on fait la division de la vitesse de la lumière dans le vide par la vitesse de la lumière dans le milieu concerné. Et on appelle ça N, l'indice de réfraction dans le milieu. Et cet indice, il est toujours au moins égal à 1.
pour le vide, et sinon supérieur à 1 dès qu'on a un milieu matériel. Donc tu vois par exemple que dans le vide, n il est égal à 1, dans l'air, bon, il est à peine supérieur à 1, dans l'eau 1,33, dans le verre 1,52, etc. Je te rassure, en seconde, t'as pas à connaître les indices de réfraction par cœur, on va te les donner. Par contre, ce que t'as à savoir, c'est qu'ils sont toujours au moins égal à 1, et sinon supérieurs. Et ce que t'as à savoir aussi, c'est à quoi ils correspondent. Et dernière chose, si tu trouves un indice de réfraction de 50 par exemple, bah, tu dois aussi savoir que probablement t'as fait une erreur. Tu dois avoir un peu de sens critique sur ce que t'as sous les yeux. Bon, voyons avec un exemple comment on utilise cette fameuse seconde loi de Descartes. On part de la loi de Descartes, n1 sinus I1 est égal à n2 sinus I2, et admettons que nous ce qu'on cherche c'est l'indice de réfraction n2. On connaît l'indice de réfraction n1, donc on a de l'air, donc c'est 1. On connaît les angles I1 et I2, 60 degrés, 35 degrés. On fait un rapide calcul, on trouve que n2 c'est égal à sinus de 60 degrés sur sinus de 35 degrés, et à l'aide de la calculatrice on trouve que n2 c'est égal à 1,51. Et là, quand on en est là, probablement que dans ton énoncé, quelque part, t'auras une table, et tu verras que ça correspond à l'indice de réfraction d'un matériau qu'on t'aura donné, et en l'occurrence, c'est du verre. Alors je te dis en l'occurrence c'est du verre, hein, mais ça aurait pu être autre chose dans ton énoncé. Dans le cas où notre rayon incident il est composé d'une lumière polychromatique, on peut avoir une dispersion de la lumière. Ça c'est dû au fait que les indices de réfraction ils ne sont pas tout à fait les mêmes dans certains milieux en fonction des longueurs d'onde. Admettons que dans le matériau que je suis en train de traverser, les indices de réfraction, ça soit ça en fonction des longueurs d'onde. Tu vois que pour le violet, l'indice de réfraction est un petit peu supérieur au rouge. On va donc en sortie avoir un angle I2 pour le violet, un petit peu inférieur à l'angle I2 pour le rouge. On va pouvoir décomposer la lumière polychromatique. Un milieu qui a pour propriété d'avoir l'indice de réfraction qui dépend de la longueur d'onde, on appelle ça un milieu dispersif. Et il va pouvoir décomposer par exemple la lumière blanche en un spectre de lumière. Si tu veux des exemples de milieux dispersifs, bah par exemple le verre ou l'eau, ce sont des milieux dispersifs. Et quand tu vois un arc-en-ciel, bah c'est tout simplement les gouttelettes d'eau qui sont en train de disperser le rayonnement solaire. Et enfin, dans la dernière partie de ce cours, on va s'intéresser aux lentilles minces convergentes. Ça, ce sont des objets transparents dont l'épaisseur au centre elle est plus importante qu'au bord. Et ils vont avoir pour particularité de pouvoir faire converger les rayons lumineux. Alors comme on n'est pas tous très doués en dessin et que c'est un peu chiant de dessiner à chaque fois des lentilles sous forme d'ovale, bah on va les schématiser. Et pour ça, on va utiliser le symbole de la lentille convergente sous forme d'un trait avec des flèches qui sont vers l'extérieur. Et on va tracer un axe optique qui va passer par le centre et qui va être perpendiculaire à la lentille convergente. Notre lentille convergente, elle va être caractérisée par 3 points. Le point O, ça c'est le centre optique, il est à l'intersection de la lentille convergente et de l'axe optique. Le point F, ça c'est le foyer objet, il est sur l'axe optique et il a des propriétés un petit peu particulières, mais on va en reparler après. Et le foyer image F', il est aussi sur l'axe optique, du côté opposé du point F, à égale distance du point O, et on va aussi en reparler après. Tout ce qui est situé du côté du point F, on appelle ça côté objet, et tout ce qui va être situé du côté F', on va appeler ça le côté image. Si jamais on veut construire l'image d'un objet AB à travers la lentille convergente, on peut utiliser 3 rayons particuliers. Le premier, on peut tracer un rayon qui part du point B et qui passe par le centre optique O. Et dans ce cas-là, ce rayon, il aura la particularité de ne pas être dévié, puisque tous les rayons qui passent par le point O, bah ils sont pas déviés. Donc finalement, on a juste à tracer une droite. C'est le trait rouge que tu as à l'écran. On peut aussi tracer un deuxième rayon. Ce deuxième rayon, il va commencer par être parallèle à l'axe optique. C'est le rayon violet que tu as à l'écran. Et les rayons qui sont parallèles à l'axe optique, ils ressortent en passant par le foyer image F'. Donc c'est ce qu'on fait. Et ça, c'est le deuxième rayon que tu dois savoir tracer. Le troisième, on part du point B et on passe par le point F, le foyer objet. Et ce rayon, cette fois-ci, il va ressortir parallèle à l'axe optique. On a donc tracé nos 3 rayons particuliers. Et si on trace les 3 ensemble, qu'est-ce qu'on constate? Ils sont tous les 3 séquents au même point. Et ce point-là, qu'est-ce que c'est? C'est l'image du point B par la lentille convergente. Et ce point-là, on l'appelle B'. Pour le point A', c'est assez facile, il est sur l'axe optique, il est juste en dessous du point B'. Petite remarque ici, pour la construction du point B', on est à l'intersection de 3 droites. On aurait pu se contenter simplement de tracer 2 rayons. Je te conseille quand même de faire les 3. Pour 2 raisons. Déjà, pour montrer à ton examinateur que tu sais les tracer. Et deuxième raison, tout simplement, si tu t'es un petit peu trompé en traçant un rayon, ça te permettra de t'en rendre compte et éventuellement de corriger le tien. Tu pourras éviter des erreurs en faisant ça. Moralité, c'est pas obligatoire de tracer les 3 rayons, mais c'est quand même fortement recommandé. Une des notions que tu as à connaître, c'est gamma, le grandissement. Et gamma, c'est égal à A'B' divisé par AB. Et tu vois qu'on place des barres au-dessus de A'B' et de AB. Ça veut dire qu'on va utiliser les hauteurs algébriques. Autrement dit, il peut y avoir un signe moins si l'image est renversée.
Et si on revient sur le schéma qu'on avait juste avant, tu vois que A'B', il est renversé par rapport à AB. AB, il pointe vers le haut, A'B', il pointe vers le bas. Autrement dit, ici c'est le cas. A'B', il aura une hauteur négative. Donc ici, le grandissement, il sera négatif. Si gamma, il est inférieur à 0, alors l'image, elle est dite renversée. Si gamma est supérieur à 0, alors l'image, elle est dite droite. Et si la valeur absolue de gamma, elle est strictement supérieure à 1, alors l'image, elle est dite agrandie. Pour terminer ce chapitre, on peut faire un parallèle entre les lentilles convergentes et ton œil. Alors même si l'œil c'est un organe qui est vraiment assez complexe, on peut en reproduire un modèle très simplifié en laboratoire avec 2-3 outils assez simples. Si on fait un schéma vraiment très simple de ton œil, on aurait ici en violet et en bleu ton iris et ta pupille qui permet de réguler la quantité de lumière qui va rentrer dans ton œil. Derrière, on aurait le cristallin, ça permet de faire converger les rayons lumineux. Et au fond de ton œil, on aurait la rétine, ça permet de recevoir l'image qui est formée par le cristallin. Bah c'est parti, on va essayer de faire la même chose en laboratoire avec 2-3 outils assez simples. Premièrement, on va prendre un diaphragme. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut ouvrir ou fermer à volonté pour faire rentrer plus ou moins de lumière. Et ce diaphragme, il va jouer le rôle de notre iris plus pupille. Et pour jouer le rôle du cristallin et faire converger les rayons lumineux, puisqu'on est dans le chapitre de la lentille convergente, on va prendre une lentille convergente. Et au fond, on a besoin de quelque chose qui reçoit l'image formée, bah on va prendre un écran. Et voilà, tu viens de réaliser un œil en laboratoire. C'est tout pour cette vidéo, si tu as aimé, n'oublie pas le pouce bleu, de t'abonner, et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos.